Rencontre de prise de contact des membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Ils sont une cinquantaine représentant toutes les sensibilités. Leur mission, élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative qui concourt à la cohésion nationale. La physionomie de la campagne agricole est rassurante à Kadiolo. C'est le constat fait ce matin par le PDG de la CMDT qui a visité quelques champs. Nous ferons le point de la situation avec nos envoyés spéciaux. À Koulikoro, le projet Suède accompagne les parents dans le cadre de l'éducation des filles. 100 millions de francs CFA ont été remis à plus de 3600 filles dans l'académie de Djoila. Ce montant servira à leur prise en charge l'année prochaine. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Tradition bien respectée à Koulouba, nous sommes le mercredi 3 juillet 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni dans sa salle de délibération à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Avec moi, naturellement, Ibrahima Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Awama Kamara. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a examiné des projets de texte et entendu des communications. Quelles sont les grandes lignes, Ibrahima? Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions et les modalités d'application de la loi numéro 2023-040 du 29 août 2023 portant code minier en République du Mali. B. Un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2023-041 du 9 août 2023 relative au contenu local dans le secteur minier. C. Un projet de décret portant approbation de la convention d'établissement type pour la phase de recherche. Et D. Un projet de décret portant approbation de la convention d'établissement type pour la phase d'exploitation. L'audit des mines d'or en exploitation, commandité en exécution des recommandations des assises nationales de la refondation, a permis de déceler certaines insuffisances, notamment d'ordre législatif et institutionnel. Dans le cadre de la prise en charge de ces insuffisances, le gouvernement a entamé la réforme du cadre législatif et réglementaire du secteur minier qui s'est traduite par la relecture du code minier et l'adoption d'une loi relative au contenu local dans le secteur minier. Cette réforme vise entre autres le renforcement de la sous-traitance nationale, la valorisation de la chaîne de valeur et la promotion de l'entrepreneuriat national, la création de richesses en rentabilisant les retombées de l'activité minière et l'impulsion du développement durable à travers la protection de l'environnement et des actions de développement à l'endroit des communautés riveraines. Le nouveau code minier adopté a apporté des innovations majeures et la loi sur le contenu local permettra de renforcer l'intégration des nationaux dans la chaîne de valeur de l'activité minière. L'application de ces nouveaux textes nécessite l'adoption des mesures réglementaires en vue de préciser et de détailler certaines de leurs dispositions. Les présents projets de décret sont adoptés dans ce cadre. Le décret d'application du code minier apporte des précisions, notamment sur les dispositions relatives à la demande, à la détention, au transfert, à l'annulation ou au retrait des titres miniers et autorisation, la détermination et le mode de calcul des redevances additionnelles ou taxes ad valorem, les modes de calcul et de perception des dividendes et de la taxe ad valorem en nature, les droits et taxes dus lors du renouvellement ou de la cession du titre minier ou de l'autorisation et la signature des conventions, les taux de la redevance de surproduction et des redevances superficiaires, le développement communautaire, les obligations environnementales et de protection des personnes, les obligations des opérateurs en matière de fermeture et de réhabilitation des sites miniers, la surveillance administrative et la police des mines. Le décret d'application de la loi relative au contenu local dans le secteur minier précise entre autres les obligations liées au contenu local relatives à l'approvisionnement, à l'emploi et à la formation professionnelle, à la promotion et l'utilisation des biens et services locaux, le transfert de technologies, de compétences et de développement.
Conformément aux dispositions du Code minier et de son décret d'application, les conventions d'établissement pour la phase de recherche et la phase d'exploitation précisent les conditions de réalisation de l'activité minière sur le territoire national. Ces conventions traitent notamment des obligations de garantie, des dispositions fiscales, douanières, économiques et financières, du règlement des différends, de la résiliation. Maintenant, au chapitre des communications, le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de l'organisation et du déroulement des examens de fin d'année 2024. Les examens de fin d'année 2024 pour les différents niveaux ont été organisés conformément aux dispositions de la décision fixant le calendrier de l'année scolaire 2023-2024. Les examens se sont déroulés sans incident majeur sur l'ensemble du territoire national et à Bassikonou, en République islamique de Mauritanie, pour les candidats réfugiés dans ce pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de l'organisation d'une cérémonie de reconnaissance des sportifs médaillés aux compétitions internationales de la saison 2023-2024. Cette cérémonie vise à présenter au peuple fier du Mali des sportifs d'élite et de haut niveau qui évoluent parfois dans l'anonymat. Par leur parcours élogieux et honorable, ces sportifs, souvent avec peu de moyens, arrivent à décrocher des médailles dans les différentes compétitions auxquelles ils participent. La cérémonie de reconnaissance des sportifs médaillés, couplée à la remise des médailles du mérite sportif 2023, est prévue le 5 juillet 2024 au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la tenue de la réunion de concertation entre le comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et les directeurs généraux des systèmes nationaux de recherche agricole. Cette réunion de concertation a pour but, d'une part, de renforcer la coopération scientifique et technique entre l'Institut du Sahel et les systèmes nationaux de recherche agricole et d'autre part de relever ensemble les défis en matière de recherche agricole et de sécurité alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Placé sous le thème « Nouveaux enjeux et défis de la recherche au Sahel et en Afrique de l'Ouest, quelle vision stratégique et prospective ?» La présente réunion, qui se tiendra du 9 au 11 juillet 2024 ici à Bamako, se propose de renouer avec une tradition de concertation régulière instaurée entre l'Institut du Sahel et les systèmes nationaux de recherche agricole. B. De la tenue des formations des agents de recensement général agricole. Les formations des agents de recensement général agricole se sont tenues du 20 mai au 8 juin 2024 dans 18 centres avec un regroupement des régions de Tombouctou et Taoudéni. Ces formations ont concerné 5 586 agents, dont 1 478 femmes et une liste d'attente de 266 agents. L'objectif de ces formations est de renforcer les capacités techniques d'intervention des agents chargés de la collecte et de la remontée des informations sur les modules généraux, agriculture, élevage, sédentaire et transhumant. Le recensement débute le 15 juillet 2024 avec le dénombrement des exploitations et entreprises agricoles. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de l'élaboration en cours d'un schéma de soutien et d'accompagnement aux industries locales. Les industries locales, notamment celles de transformation du papier, du façonnage et des imprimeries, sont confrontées à de graves difficultés nées des crises sanitaires, sécuritaires, économiques de ces dernières années. Ces difficultés qui menacent l'existence de nos unités industrielles sont entre autres la concurrence déloyale de produits importés dont la production est subventionnée par leur pays d'origine, la faiblesse du marché intérieur, l'insuffisance des infrastructures contribuant à la facilitation de la production, les difficultés d'accès au financement à des conditions favorables, les difficultés d'accès à une main-d'œuvre qualifiée, les barrières à l'écoulement des productions dans la sous-région. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer le soutien aux industries existantes
afin d'augmenter la production industrielle nationale à travers des mécanismes, entre autres, que le soutien financier. Le schéma du soutien s'articulera autour des actions suivantes: l'affirmation de la préférence nationale et un meilleur accès à la commande publique, la promotion de la consommation locale, la lutte contre la fraude, la contrefaçon et la concurrence déloyale, la promotion des exportations et la diversification des marchés, le respect des normes et de la réglementation, la mise en place d'instruments pour l'appréciation des soutiens de l'État, ainsi que le suivi et l'évaluation de leur efficacité et impact. Sa mise en œuvre permettra de soutenir la production et les investissements dans les unités industrielles, d'augmenter et de moderniser leur capacité de production afin d'assurer à l'économie de notre pays son indépendance et sa résilience. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'État, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée mondiale de la population. La Journée mondiale de la population est célébrée le 11 juillet de chaque année à travers le monde. Le thème mondial de cette année s'intitule tirer profit du pouvoir et du rôle des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous. Au niveau national, le thème retenu est « Mettons en œuvre les engagements de la CIPD plus 30 pour soutenir un développement durable ». La célébration de cette journée donne l'occasion d'attirer l'attention des décideurs, des communautés à la base, des collectivités territoriales, des légitimités traditionnelles de la société civile et des partenaires techniques et financiers et sur les problèmes de population qui impactent négativement les efforts de développement. La cérémonie aura lieu le 18 juillet 2024 dans la commune rurale de Yalankoro, Soloba, c'est dans le cercle de Yanfolila. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà ce qu'il fallait retenir pour le Conseil des ministres d'aujourd'hui. Bonne suite du journal. Merci bien Ibrahima Djomeli pour toutes ces précisions. Je vous le disais dans les titres, les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation ont eu leur première rencontre ce matin au Centre international des conférences de Bamako. Ils sont une cinquantaine environ de personnes représentant toutes les sensibilités. Leur mission, élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative qui concourt à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. La commission est dirigée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Le reportage de Alousseni Touri. Les 49 membres désignés pour animer la commission de rédaction de l'avant-projet de charte pour la paix et la réconciliation au Mali se rencontrent pour la toute première fois. Une prise de contact qui a tenu lieu de séance de travail puisqu'elle a permis aux uns et aux autres de prendre connaissance du contenu des deux décrets, à savoir celle instituant la dite commission et celle nommant ses membres. Le président de la commission a félicité les membres pour la confiance placée en eux par le chef de l'État avant de les inviter à se répartir entre les deux sous-commissions de travail, lesquelles sous-commissions devront travailler sur les thématiques réconciliation nationale, cohésion sociale et vivre ensemble d'une part, la paix et la réconciliation d'autre part. Je voudrais en son nom vous féliciter du choix porté sur chacune et chacun d'entre vous pour se mettre au service de notre pays. Il souhaite que les femmes et les hommes qui ont été choisis puissent lui présenter un avant-projet portant sur l'avant-projet qu'il souhaite soumettre aux Maliens de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Le premier groupe est dirigé par l'ancien ministre Zéni Moulay et le second par le docteur Ali Tunkara. Au terme de leurs travaux, des TDR seront élaborés et les sous-commissions se retrouveront en plénière pour élaborer le document final. Il faut noter que la durée du mandat
de cette commission ne devrait pas excéder 2 mois. Quant à la commission, elle est le fruit du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Et ce communiqué, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2024 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 4 juillet 2024 et jour suivant s'il y a lieu. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. Adoption de procès-verbaux, délibération sur des projets et propositions de loi, communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeliba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Élan de solidarité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a offert de l'eau potable aux populations de Samé Plantation et à Kamankole à travers l'inauguration de 2 forages ce mercredi. Les 2 localités sont situées à quelques kilomètres de Kaï. Les précisions de Kabadjara. Le rêve des populations de Samé Plantation et de Kamankole est devenu une réalité ce mercredi 3 juillet 2024. Elles sont sorties massivement pour assister aux inaugurations de leurs forages, lesquels leur permettront désormais d'avoir accès à l'eau potable. Nous sommes comblés de joie à plusieurs titres. Kamankole était un village où il n'y avait pas de point d'eau à l'école. Les enfants apportaient l'eau de la maison à travers des bidons d'eau. C'est certains parents même souvent qui apportaient l'eau. Le conseiller spécial du président de la transition n'a pas manqué d'inviter les populations à faire bon usage de ces fourrages afin que d'autres puissent en profiter. Le président de la transition, à travers les eaux sociales, veut apporter son soutien, son patriotisme et son appui à tous les Maliens en général et les plus démunis en particulier. Dire aux bénéficiaires de ces fourrages d'en prendre soin. Le président de la transition fera tout son possible pour que les Maliens aient leur bonheur. Rappelons que ce sont 5 à 6 autres forages qui seront inaugurés au cours de cette semaine dans certaines localités de la région des Cailles. Comme mentionné dans les titres, le président directeur général de la CMDT continue sa visite de terrain dans les zones cotonnières. Après Bougouni, Dr Nango Dambélé et sa délégation étaient ce matin à Kadjolo. Là-bas, la physionomie de la campagne est relativement satisfaisante malgré un début difficile lié à la pluviométrie. Nos envoyés spéciaux sont Soumaïla Berté et Sidi Modibo Dameli. À Kadjolo, l'extrême sud du pays, si l'installation tardive des pluies avait perturbé le démarrage de la campagne, ces 10 derniers jours, on observe une amélioration significative. À Katelé, dans la commune des Égouas, le PDG de la CMDT, Dr Nango Dambélé, a visité la parcelle de Ousmane Dambélé. Ces derniers exploitent 8 hectares de coton et les plants sont au stade de la levée ramification. Il confirme avoir reçu la totalité de ces intrants. J'ai reçu les quantités d'engrais dont j'avais besoin pour l'ensemble de mes parcelles. J'ai aménagé 8 hectares de coton, 8 autres de maïs, 3 hectares d'arachide et 2 hectares de riz. Notre souhait est d'avoir à temps les intrants agricoles. En ce qui concerne particulièrement les engrais, j'ai déjà utilisé l'essentiel. Les plants sont à un niveau satisfaisant. Pour cette campagne, la filiale sud de la CMDT vise un objectif de production de 325 500 tonnes de coton et 917 200 tonnes de céréales sèches. Aujourd'hui, en termes d'emblavure, la superficie prévue au niveau de la filiale sud, c'est 317 000 hectares. Et sur les 317 000 hectares, nous avons réalisé à ce jour 283 000 hectares. Donc ça veut dire que sur le plan taux de réalisation, c'est 83%. Du point de vue céréal, on a le maïs, surtout la culture du maïs. Et la culture du maïs est réalisée à 46%. Dans la division CMDT de Sikasso, malgré les difficultés du démarrage de la campagne, on est convaincu que si la pluviométrie garde sa cadence actuelle, les objectifs fixés seront atteints.
Nous restons en troisième région où l'ASEMA, l'association sémencière du Mali et ses partenaires ont organisé la 12e édition de la Bourse des semences. Ce cadre d'échange entre entreprises sémencières et producteurs agricoles a permis de faire des communications et des expositions de semences améliorées, certifiées. Le compte-rendu de Moustapha Doumbia et de Taïrou Konati. La Bourse des semences est un espace d'échange entre les entreprises sémencières et les producteurs agricoles. Cette 12e édition est placée sous le thème « La place de la contractualisation dans la chaîne de valeur des semences certifiées de variétés améliorées ». Notre combat quotidien est de longue haleine qui ne consiste que de donner au Mali notre part d'apport pour une agriculture plus performante qui passe évidemment par l'accessibilité aux semences de qualité au service du monde rural. La Bourse des semences est organisée avec l'accompagnement technique de la Direction nationale de l'agriculture qui est convaincue de l'importance de la semence dans la production agricole. Les études ont montré que la semence joue un rôle de 30 jusqu'à 40% dans l'augmentation des rendements des cultures. Des appuis seront apportés aux laboratoires pour leur équipement et des prélèvements et analyses d'échantillons seront faits dans les différents bassins de production du pays. Les résultats des analyses seront communiqués à tous dans les décisions qui seront prises à la lumière des données collectées. La bourse sémencière s'étend sur 2 jours de communication et d'exposition des semences. Et cet autre communiqué, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle informe les participants que la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage CITA, initialement prévue pour le jeudi 4 juillet 2024 à 10h au Centre international de conférence de Bamako, CICB, aura lieu le même jour, au même lieu, à 16h. La mise en place a terminé à 15h30. La dite cérémonie est placée sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga. Le projet FIER 2 fait la fierté des autorités. Une soixantaine de participants ont appris les procédures du Fonds international pour le développement agricole. Le reportage de Benoro Fofana. Lancé officiellement le 22 mars 2024 dans la ville de Sikasso par le gouvernement du Mali, le projet de formation professionnelle, insertion et l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, FIER 2, pour sa mise en œuvre efficiente au profit des jeunes ruraux, nécessite une maîtrise totale des contours du projet. Pour ce faire, les responsables du projet FIER 2 et FIDA ont organisé un atelier au bénéfice des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du dit projet. Ça nous aide, nous, en tant que collectivité, à amorcer vraiment le développement économique territorial de nos territoires. Donc, vraiment, nous saluons ce programme. Je crois que ce projet va nous permettre quand même aussi d'encadrer nos enfants, pour que nos enfants puissent rester à côté de nous, de faire beaucoup des activités de ce projet-là. Les principales thématiques abordées au cours de cet atelier de 4 jours sont entre autres la présentation générale et approche globale d'intervention du FIER 2, la directive du Fonds international pour le développement agricole en matière de ciblage et genre inclusion sociale. Le deuxième projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux FIER 2 a été initié par l'État du Mali avec le soutien technique et financier du Fonds international de développement agricole FIDA afin de consolider et amplifier les résultats du projet FIER 1 exécuté de 2014 à 2022. Les résultats attendus du projet FIER 2 sont entre autres 60 000 jeunes ruraux âgés de 15 à 40 ans, dont 40% de femmes, bénéficieront d'une formation professionnelle et ou d'une insertion économique dans un créneau porteur par l'entrepreneuriat ou l'emploi salarié. Un fonds de garantie financière durable et un fonds de refinancement des systèmes financiers décentralisés sont mis en place. Contrairement à la première phase, le projet FIER 2 est élargi aux 19 régions administratives du Mali pour une durée de 7 ans à plus de 59 milliards de francs CFA.
Le Mali reconnaissant envers le Japon pour son appui multiforme à notre pays. Le pays du soleil levant a apporté des appuis conséquents au Mali dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. La cérémonie de remerciement a eu lieu hier au commissariat à la sécurité alimentaire. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba. Une cérémonie sobre mais pleine de signification. En effet, l'appui du Japon au Mali est important et diversifié. C'est pourquoi nous tenons à nous associer au programme alimentaire mondial pour exprimer ensemble notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance pour l'assistance alimentaire et nutritionnelle fournie par votre pays aux communautés vulnérables du Mali. Cette aide est un véritable bouclier protégeant les communautés des effets dévastateurs de l'insécurité alimentaire et des changements climatiques. Cette nouvelle contribution d'environ 2,6 milliards de francs CFA, qui traduit à 4,2 millions de dollars américains, est un témoignage éloquent de votre solidarité envers les populations vulnérables au Mali, en collaboration avec le gouvernement du Mali pour atteindre l'objectif de fin zéro. L'occasion est bonne pour le diplomate japonais de revenir sur la nature du don. Ces financements permettront aux PAM de distribuer aux bénéficiaires des bons électroniques alimentaires pendant la période de soudure. Tout en contribuant au développement de l'économie locale, cette modalité d'assistance permettra également aux bénéficiaires de choisir leur repas préféré. Tous ont salué l'excellente relation entre les deux pays. Des financements pour une cinquantaine de jeunes évoluant dans le secteur des mines. Ils ont été retenus après un long processus de sélection. Chacun d'eux a bénéficié de 2 millions de francs CFA. La signature de la convention a eu lieu cette semaine en présence du coordinateur du projet de gouvernance du secteur des mines. Le reportage de Fadema Keita. Les 50 jeunes qui signent ainsi la convention de financement le font dans le cadre du projet de gouvernance du secteur des mines PGSM. Ce sont ceux dont les projets ont été retenus après une présélection ardue. Les signatures sont suivies de renforcement de leur capacité sur le contenu des dites conventions. On a formé 616 jeunes à des activités non minières qui est l'embouche, l'aviculture, le maraîchage et le compostage. Donc on a essayé de formaliser parmi ces 606 jeunes et 271 jeunes et en entreprise individuelle, 106, 35 coopératives et 30 GUE. Donc parmi ces 266 jeunes, on a lancé un concours de plan d'affaires. Donc c'est à partir de ce concours de plan d'affaires qu'on a choisi les 50 meilleurs projets. Dans la mise en œuvre de leurs projets, ils seront assistés par un incubateur. Il y a un incubateur qui va accompagner les jeunes là dans le cadre de la mise en œuvre de leur activité. Il y a donc ces promoteurs jeunes-là, il y a le projet de gouvernance du secteur des mines également. La somme forfaitaire allouée à chaque jeune par rapport au projet qui nous a été présenté est de 2 millions de francs CFA. Et nous avons vu autrement que nous pouvons appuyer vraiment ces ressourcissants dans le domaine de l'entrepreneuriat avec des activités génératrices de revenus. Ces 50 bénéficiaires du projet de gouvernance du secteur des mines PGSM sont originaires pour la plupart des zones minières du pays. Nous parlons économie à présent. Certains ont déjà été confrontés au problème. Depuis un moment, les pièces de 200 francs et 500 francs font l'objet de rejets sur le marché par certains commerçants et des clients. Raison invoquée, la plupart de ces émissions monétaires présentent des usures. Ces pièces ne sont-elles pas valables? Doit-on les accepter dans les transactions? La BCEAO envisage-t-elle de retirer ces pièces de la circulation? La réponse à toutes ces questions dans ce reportage de Boubacar Bablintouri. C'est en 24 décembre 2023 que les pièces de 200 et 500 francs CFA ont été mises en circulation par la BCEAO. Une émission monétaire qui a été bien accueillie en son temps par les populations. Après plusieurs années d'utilisation, ces pièces depuis un certain temps font l'objet de refus et par certains commerçants et aussi des clients. Au point qu'on se pose la question si toutefois ces pièces sont encore valables sur le marché. Ces pièces sont bel et bien valables. Donc elles ont cours légal
et pouvoir libératoire sur tous les territoires des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc y compris le Mali. S'il est vrai que ces émissions monétaires sont toujours valables, qu'est-ce qui explique donc ce refus sur le marché et pourquoi on ne voit plus ces pièces neuves dans la circulation? Lorsque le besoin est exprimé, et à la fois par la clientèle institutionnelle, c'est-à-dire les banques, que par certains grands opérateurs qui viennent à nos guichets pour les échanges, notamment les pharmacies et autres, nous préférons leur servir les billets de 500 et les pièces de 100 francs. À la question de savoir si toutefois la BCEAO envisage le retrait de ces pièces de 200 et de 500 francs de la circulation. Il n'est pas prévu de faire disparaître ces pièces. Dans le processus de retrait des signes monétaires, la BCEAO organise toujours une campagne de communication à large échelle et tous les acteurs, tout le public est informé lorsque des pièces de monnaie ou des billets sont retirés de la circulation. L'une des causes du refus de ces jetons est qu'il n'y a plus de nouvelles pièces dans la circulation depuis un bon moment. Parmi ces émissions, la plupart présentent des usures. En cas de possession de celles-ci, le directeur de la BCEAO rassure. Les commerçants et le public peuvent également amener ces pièces directement à la BCEAO et la BCEAO procédera à l'échange. D'autant plus qu'il n'y a pas d'avis contraire de la BCEAO quant à la validité des pièces. En cas de refus, ce sont des textes qui sont violés. Le principal problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème d'information. Les commerçants et les clients qui refusent ces pièces, ils ont l'impression, ou en tout cas, ils ont de fausses rumeurs qui indiquent qu'il y a des difficultés pour les écouler ou pour les reprendre et qu'ils seraient en train d'être retirés de la circulation. Donc je pense que s'ils ont la bonne information, il n'y aura pas de souci, ils vont accepter ces pièces-là. Mais en tout état de cause, le refus d'accepter des signes monétaires est sanctionné par la loi. Donc sans décision contraire de la BCEAO, ces pièces, tout comme les autres, sont et restent valables dans le commerce. La 3e édition du séminaire de haut niveau du cabinet de consulting a ouvert ses portes à Bamako. Une trentaine de chefs et cadres d'entreprises participent à l'édition 2024. Au total, 8 sessions de formation seront animées autour du financement, de la fiscalité et de l'innovation. On en sait davantage avec Seydou Traoré. La thématique de la 3e édition du séminaire de haut niveau, financement, fiscalité et innovation, s'adapter aux nouveaux horizons de l'entrepreneuriat au Mali, cible les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les professionnels du secteur des affaires. Une opportunité de sensibiliser les acteurs face aux enjeux de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi fournir des informations et conseils pratiques sur la fiscalité et la gestion des entreprises. Une entreprise qui a beaucoup de clients n'a pas véritablement un problème de financement. Parce que chaque contrat qui ici est un financement qui peut lever. Donc ça va se poser la question de lever. Et donc il faut déjà, a priori, que nous jetons la base pour pouvoir faire une distinction étanche entre la notion de financement et la notion de levée des fonds. C'est la fiscalité intérieure qui fait vivre un pays. Et il a fallu vraiment la résilience et la compréhension réelle des entreprises pour que l'économie puisse être un peu stable et que les gens puissent vraiment travailler. C'est le lieu vraiment de faire comprendre et de saluer vraiment la résilience de toutes les entreprises. Ce séminaire de haut niveau se veut aussi un cadre pour explorer les bonnes pratiques en matière d'optimisation fiscale responsable, d'où l'intérêt du networking et l'interaction avec des experts. Le fait de quitter l'espace CEDEAO doit pousser en fait les entreprises à innover, à être plus sereines et ce qui va nécessiter effectivement des besoins de financement. Ce séminaire, c'est aussi le rappel des objectifs de 100% de recettes de la Direction générale des impôts du Mali qui a réalisé 1166 milliards de francs CFA en 2023 et les prévisions de 2024 qui se chiffrent à 1260 milliards de francs CFA. Une dizaine de femmes photographes venues de 6 pays d'Afrique approfondissent leurs connaissances sur les notions de prise de vue. Cette initiative est soutenue par la Maison africaine de la photographie. Le reportage de Ibrahim Kaokonati. La photographie et la mode, le théâtre et le cinéma, la photographie et la presse et l'entrepreneuriat, ce sont là les différentes thématiques qui seront développées au cours de cette session de formation initiée par l'association Yamaru Photo.
en partenariat avec la Maison africaine de la photographie. L'objectif, c'est de faire toujours Bamako la capitale africaine de la photographie. Ça, c'est le premier objectif. En même temps aussi de faire la promotion de la photographie à travers les femmes, surtout les femmes émergentes. Parce qu'on a su que les femmes n'ont pas accès à la photographie artistique comme les hommes. Durant 5 jours, les participantes venues du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, du Cameroun, du Niger et du Bénin seront outillées sur les différentes techniques de prise de vue. Au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, nous avons accueilli avec joie la tenue de cette masterclass internationale des femmes photographes africaines à Bamako, au moment où l'art et la culture sont fortement mis à contribution par les plus hautes autorités comme le pilier de la refondation de notre pays. Le présent masterclass vise, entre autres, à créer un espace de rencontre et d'échange entre femmes photographes africaines autour de l'évolution des techniques de la photographie, à encourager la création artistique photographique chez les femmes photographes africaines. Créée par un groupe professionnel de la photographie, l'association Yamaru Photo est un centre de formation et d'échange. Elle a pour objectif principal le développement et la professionnalisation du secteur de la photographie au Mali. La MAP et l'UNICEF réunissent les journalistes des régions du centre et du nord pour parler du traitement de l'information en temps de crise. L'objectif est de mieux outiller les professionnels des médias de connaissances nécessaires pour mieux informer les communautés. Le reportage de Kandesila. La collecte, le traitement et la diffusion de l'information en période de crise, c'est à cet exercice que les hommes des médias venus du centre et du nord du pays s'adonnent ici à Ségou. Une initiative portée par l'AMAP et ses partenaires qui a bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF. Il est d'autant plus pertinent aujourd'hui qu'il réunit les journalistes, nos correspondants qui travaillent directement avec les populations affectées par la crise. Les journalistes qui sont dans les régions. Et là, c'est très important parce qu'un journaliste mal formé est un danger pour la société. Aujourd'hui, nous nous engageons dans un voyage visant à outiller les journalistes et les professionnels des médias de connaissances et de compétences nécessaires pour communiquer et rendre compte efficacement en temps de crise, contribuant ainsi au bien-être et à la sécurité de nos communautés. La cérémonie d'ouverture qui a mobilisé l'ensemble des fêtières de la presse témoigne de l'intérêt du sujet. Le présent atelier vient à point nommé, surtout en cette période où les autorités déploient d'énormes efforts pour relever les défis sécuritaires dans notre pays. L'atelier auquel nous prenons part revêt une importance capitale en cette période où les fausses informations prolifèrent, menaçant de s'aimer la confusion, la désinformation et même la malinformation dans notre pays. Dans ce contexte, le rôle du journaliste devient crucial. Il est impératif que nous renforcions leurs compétences afin qu'ils puissent exercer leur métier avec rigueur et responsabilité. Les participants mettront 5 jours à profit pour s'approprier des thèmes comme les conflits et les crises humanitaires, l'éthique et la déontologie du journalisme, le journalisme sensible au genre. Lancement à Kidal des activités du projet Mali-Denko. Il est initié par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale de Kidal, la correspondance de Moriba Keïta et de Moussa Togo. Identifier les problèmes et proposer des solutions afin de mettre en place des actions concrètes pour le développement de la 8e région administrative du Mali. Tel est l'objectif de cet atelier. C'est une aubaine pour Kidal, l'atelier. Si ce n'est pas une aubaine pour toutes les communes du Mali, parce que c'est un atelier dans lequel les populations vont sortir, n'est-ce pas, les blocages qui empêchent leur développement. Elles vont trouver des solutions, n'est-ce pas, à proposer pour le département de la réconciliation pour améliorer leurs conditions de vie. Cet atelier, à mon avis, vraiment s'inscrit dans le cadre des grandes préoccupations des plus hautes autorités du Mali d'aujourd'hui, de se soucier, n'est-ce pas, de prendre en compte
des préoccupations des populations. Le représentant du gouverneur a invité les participants à discuter des vrais problèmes de Kidal pour un développement durable. Cet atelier prendra en compte toutes vos préoccupations, qu'il s'agit de l'eau potable, qu'il s'agit de l'école, qu'il s'agit des infrastructures, des routes, qu'il s'agit de la santé, qu'il s'agit de tout ce qui rentre vraiment dans le contexte de mieux-être de la population. Cet atelier est initié dans ce sens. À l'issue de cet atelier, des propositions pertinentes seront formulées pour permettre de renforcer les services sociaux de base en impliquant tous les acteurs de la 8e région. Comme mentionné dans les titres, dans la région de Koulikoro, l'ONG Fandema a remis plus de 100 millions de francs CFA à plus de 3600 filles de l'Académie d'enseignement de Dioula. Ce montant devra contribuer à soutenir les parents et les tuteurs des filles à prendre en charge certaines dépenses des élèves pour l'année scolaire prochaine. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet Suède Mali, autonomisation et dividende démographique au Sahel. On en sait plus avec Djemba Moussa Kounati. Plus de 100 millions de francs CFA pour 3679 filles du fondamental 2 à raison de 30 000 francs CFA par élève. C'est ce montant qui vient d'être distribué aux filles vulnérables de l'Académie d'enseignement de Dioula par l'ONG Fandema comme bourse maman. Comment accompagner ces filles, comment les aider à achever le cycle du fondamental 2 et ensuite que celles qui auront la chance d'avoir les DEF et comment aussi les aider à achever le cycle secondaire. Cette stratégie de l'ONG Fandema vise en outre à créer les conditions favorables au maintien des filles à l'école jusqu'à la fin du fondamental 2 tout en réduisant le taux d'abandon scolaire. Ça sera l'occasion de diminuer probablement le taux de déperdition au niveau de notre circonscription. Et nous exhortons en tout cas les filles à travailler d'arrache-pied pour quand même que les donateurs ne soient pas déçus dans les jours à venir. Plus de 3000 filles ont reçu en tout cas une enveloppe symbolique de 30 000 et plus de 5000 filles ont reçu aussi un kit composé en tout cas de cartons de savon. Donc c'est une activité qui vient à point nommé pour beaucoup, en tout cas, aider les filles à rester à l'école. En définitive, l'ONG Fandema entend réduire les pratiques traditionnelles néfastes à la scolarisation des filles, les mariages et grossesses précoces, en améliorant le niveau de connaissance des enseignants et des élèves dans les zones d'intervention du projet Suède Mali, autonomisation et dividende démographique au Sahel. Moussa Diarra est le nouveau président de l'association des kinésithérapeutes. Il a été élu par ses pairs à l'issue des travaux du 3e congrès ordinaire de l'association. La nouvelle équipe dirigeante se fixe comme objectif la formation de ses membres. Le reportage de Salifou Edrago. Le bureau sortant de l'association des kinésithérapeutes du Mali, Akimon, fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle équipe. L'association a réalisé de nombreuses avancées notables, notamment la reconnaissance officielle de la profession de kinésithérapeute par les autorités maliennes, la mise en place d'un programme de formation initiale de qualité pour les kinésithérapeutes, la défense des intérêts des kinésithérapeutes auprès des pouvoirs publics et des organismes de protection sociale. Ce serait de vous exhorter à adhérer massivement à notre association et à vous acquitter régulièrement de vos cotisations sur gage d'une indépendance totale en ce moment de souveraineté retrouvée pour notre pays. Le nouveau président prendra fonction avec une nouvelle approche de lobbying pour plus d'adhérents et surtout apporter sa touche pour relever les défis. Il faut améliorer, un peu changer de tactique pour une plus d'attractivité des kinésithérapeutes vers l'association. Et ensuite, il faudra aller aussi vers la formation, c'est-à-dire le capacity building, la formation continue des kinésithérapeutes et aussi la formation des nouveaux qui vont sortir de l'école. Ce mandat sera placé sous le signe du rassemblement de tous les kinésithérapeutes. Le 3e congrès ordinaire de l'Akimon est l'occasion pour les membres de tirer le bilan du mandat achevé et procéder à la relecture des tests de l'organisation.
Ouf de soulagement pour la population de San grâce à cette prouesse des éléments du commissariat de police de la région. Ils ont mis le grappin sur un vaste réseau de braqueurs spécialisés dans le vol de motos, de téléphones et autres objets importants. Ces bandits sont même suspectés d'avoir assassiné 2 individus. Les malfrats ont été arrêtés grâce à la collaboration de la population. Les circonstances de leur arrestation, c'est dans ce reportage signé Drissa Kone. Tous des récidivistes, ils sont 6 jeunes âgés de 18 à 29 ans avec leurs receleurs qui viennent d'être épinglés par la police de San. Outre les fortes sommes soutirées à leurs victimes, les 6 présumés malfrats qui ont coupé le sommeil des paisibles citoyens avaient en leur possession 2 pistolets avec des munitions, 5 motos Jakarta toutes neuves, 16 téléphones portables, un couteau, une cagoule, des habits et des sacs à main. Ils opèrent avec un gourdin, avec des pistolets de fabrication artisanale améliorée. Quand ils viennent derrière toi et te tapent au niveau de l'encéphale ou bien au niveau de la nuque, et une fois assommés, ils emportent tout et te dépouillent de tous les biens. Ceux qui sont au niveau des boutiques, ils viennent de façon cagoulée et ils te braquent pour emporter tout ce que tu as. Ils sont souvent 2 sur moto, 3 sur moto et des guetteurs. Leur cible, les quincailleries, les kiosques Orange Monnaie et autres commerçants. Ils opèrent de jour comme de nuit. Avec l'apport de la population, le partage d'expérience aussi, nous avons pu procéder à un traçage des téléphones, et en tout cas, et suivre aussi ceux qui venaient d'être libérés de la prison, qui se livrent à des pratiques de ce genre. Et Dieu merci, nous n'avons pas raté nos cibles. Tout en félicitant cette prouesse, la direction régionale de la police de San a exhorté la population à plus de collaboration. Ça et là, on ne peut rien faire. C'est avec la population que nous serons efficaces. Et c'est le fruit de la coopération de cette population. En 10 mois, le commissariat de San est à son 3e coup de filet. Avant-première de la série La Voix du Mali, les cinéphiles bamakois ont eu droit au premier épisode au Cinémagique. Cette série est axée sur le civisme, la citoyenneté et propose des solutions sur comment lutter contre la corruption, la discrimination sur toutes ses formes et j'en passe. En un mot, le réalisateur invite les jeunes au changement de comportement. Ibrahim Kaokonate, qui a assisté à l'avant-première, nous fait revivre les temps forts. La Voix du Mali est une série malienne de 30 épisodes de 26 minutes, produite par Mandé TV et Mali Vide. Elle a pour objectif de sensibiliser la France juvénile, les femmes, sur le civisme et la citoyenneté. C'est une série que, si on peut dire, elle est engagée. On voudrait, par le contexte actuel du Mali, pouvoir sensibiliser et éduquer les citoyens à la citoyenneté, à la responsabilité, à l'éveil de conscience. J'ai beaucoup apprécié et tout. Je trouve que ça donne une touche de modernité dans le cinéma malien. J'ai vraiment aimé le film. Il y avait différents personnages qui exprimaient les différentes choses qu'il y avait au Mali avec une touche de modernité. Voilà. À travers la culture, la coopération allemande entend contribuer largement au renforcement de la citoyenneté au Mali. D'où le financement de cette série malienne. Et pendant des années, on a mené la réflexion pour dire 2 ans en gros, pour mûrir ce projet. Et une fois que c'était OK, on a essayé de trouver des fonds, mobiliser une équipe et pour tourner. Et Dieu faisant les choses, ça s'est très bien passé. Quand cette série de films a été proposée à nous, on était déjà très curieux parce qu'un projet d'une telle dimension est quand même quelque chose d'extraordinaire. Une émission de 30 films qui discutent, qui évoquent des problèmes sociaux, des problèmes de voisinage, des questions qui se posent dans les quartiers de la capitale. C'est quelque chose de très intéressant. La finalité recherchée par ce film est de mettre en évidence les solutions positives afin de lutter contre la corruption, toutes les formes de discrimination et l'illégalité à l'égard de la population. La Voix du Mali, bientôt sur les écrans.
Le RTM vous propose ce soir un numéro spécial de votre émission Malikura sur le thème Ma tenue, ma culture. Notre tenue traditionnelle comme notre trait identitaire. Les spécialistes du secteur nous informent sur l'histoire, la valeur et l'intérêt de porter nos tenues traditionnelles avec une fenêtre sur le bal de costumes traditionnels de l'ERTM. Voilà, Malikura, une émission en langue nationale bamanankan animée par Cheikh Oumar Sankari. À retrouver dans nos programmes juste après cette édition. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.